Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de ma deuxième entreprise, Iris et Thémis. Iris et Thémis, c'est le nouveau site de recrutement pour avocats. On y diffuse des offres, mais surtout, on vous présente l'équipe que vous allez rejoindre et on vous donne aussi une vision la plus précise possible du contenu et des contours du poste. Au passage, on met en avant les équipes au sein desquelles vous allez aimer travailler, pas celles que vous avez envie de fuir. Rendez-vous sur irisetthemis.com, irisetthemis.com. Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexandre Silva. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Je vous remercie de m'avoir invité. Racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat. Alors, à l'issue de mes études de droit, je n'ambitionnais pas particulièrement de devenir avocat. Mon idée première était de partir vivre à l'étranger, ne serait-ce qu'un temps, afin de découvrir autre chose. C'est la raison pour laquelle je suis parti vivre 4 ans, en l'occurrence à Londres, où j'ai exercé comme juriste en banque d'investissement. Donc, pour parler simplement, juriste de marché, chargé entre autres de la négociation de contrats portant sur des produits dérivés. Donc, univers assez éloigné de l'avocature au sens classique du terme. Alors, avant ça, qu'est-ce qui fait que vous aviez fait des études de droit ? Alors, il y a un historique un peu familial. Mon grand-père était avocat et un certain nombre de mes ancêtres avant lui étaient juristes, c'est-à-dire soit avocat, soit magistrat, soit notaire. Donc, si ça a sauté une génération, on va dire, avec celle de mes parents, j'ai repris un petit peu ce flambeau, si c'en est un. Oui. Certainement sur l'influence de ma mère, qui aimait beaucoup le monde du droit. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de suivre des études de droit. Et donc, à la fin de ces études, vous partez à Londres, juriste, dans une banque d'investissement, c'est ça ? Voilà, exactement. Et comment ça se passe ces 4 années ? Alors, ces 4 années se passent très bien. J'adore mon expérience londonienne. J'y adore la vie. En revanche, j'éprouvais toujours un petit peu ce regret de ne pas être allé au bout de mes études de droit, c'est-à-dire de ne pas être devenu avocat, ce qui aurait pu d'ailleurs m'offrir le choix entre juriste d'entreprise, comme on dit, et avocat. Et vous l'aviez pas passé cet examen parce que vous vouliez partir à l'étranger ou aussi parce qu'il y avait d'autres raisons qui faisaient que vous vous disiez, je sais pas ? Alors, je l'avais passé en dilettante, les mains dans les poches, sans le préparer et sans conviction, puisque je n'ambitionnais pas et je me disais simplement que si jamais ça devait marcher, tant mieux, mais si ça ne marchait pas, ça n'était pas grave. Évidemment, ça n'a pas marché. Et de toute façon, ma décision était prise de partir, donc je suis parti. Mais c'est vrai que j'avais ce regret de ne pas avoir fait les choses correctement, c'est-à-dire de ne pas m'être préparé réellement à l'examen, au concours, pour m'offrir justement ce choix que je m'imposais à moi-même. Et donc, au cours de ces années, j'ai finalement pris la décision, au bout de 4 ans à peu près, de rentrer à Paris et d'en passer le concours d'entrée du barreau. Vous aviez eu du mal à trouver du travail à Londres ? Non. Comme juriste ? Non, j'avais pas eu de mal à trouver du travail, non. J'y avais commencé par un stage de 6 mois au terme de mes études, puisqu'en complément de ma formation juridique, j'avais fait une école de commerce. Et au terme de ces 6 mois, j'ai postulé auprès d'une banque américaine où j'ai été pris, et c'est là que je suis resté en majorité. Et là-bas, vous faisiez du droit anglais, du droit français, du droit... Alors, c'est un droit un peu spécifique. C'est ni l'un ni l'autre. C'est un droit propre au contrat de marché, en l'occurrence produits dérivés, qui est régi par une association internationale. C'est un petit peu particulier, mais en fait, c'est pas un droit ni français ni anglais. Il y a une sorte de droit ad hoc. Voilà, c'est ça, une espèce de droit ad hoc. C'est pas plus un droit international. On appelle ça les ISDA. l'International Swap Derivative Association, si mon souvenir est exact. Ouais. Donc voilà. Et le droit des affaires comme ça correspondait à ce que vous vouliez faire ? À l'époque,
en qualité de juriste, oui, j'étais intéressé par cet univers. J'en suis assez vite revenu, c'est-à-dire que j'ai estimé en avoir fait le tour rapidement. Et c'est là où je me suis plutôt positionné vers le monde de l'avocature, ayant toujours ce regret, ayant toujours éprouvé cette absence, si j'ose dire. Et c'est pourquoi, au bout d'un certain temps, j'ai pris cette initiative de rentrer à Paris. Donc vous rentrez à Paris, vous passez le concours ? Oui. Parce exactement. que vous n'aviez pas encore droit à la passerelle ? J'avais pas le droit à quelque équivalence, n'ayant fait que 4 ans à Londres. Et je ne suis même pas sûr que c'était susceptible d'être reconnu en France. Ouais. Donc je m'inscris à l'IEJ de la Sorbonne, puisque c'est là que j'avais fait mes études. Je passe le concours, je fais l'EFB. Et j'espère ainsi devenir ce que l'on appelle un avocat plaidant, un avocat contentieux, par opposition à l'avocat d'affaires, dit avocat conseil. Donc revirement de jurisprudence totale. Voilà, exactement. Là, je décide complètement de changer d'optique de métier et de pratique de métier et dans sa perception aussi. Et qu'est-ce qui a motivé ça, vous savez ? Parce qu'il y a une chose qui est de se dire, je suis pas allé au bout, je suis pas devenu avocat, j'ai passé ce concours à la légère, je suis pas allé au bout de cette démarche. Ouais. Il y a une autre qui est de dire, non seulement je peux passer au bout de la démarche d'un point de vue académique et de parcours, mais en plus, en réintégrant la profession d'avocat, je vais aussi changer de pratique, c'est-à-dire de vision c'est pas tellement de vision, mais en tout cas, aller du côté de la barrière du contentieux, En fait, la manière dont j'ai vécu mon expérience de juriste d'entreprise, c'est que je trouvais l'univers assez aseptisé et assez redondant. C'est-à-dire qu'en tout cas, la façon dont je voyais les choses, c'est que ça n'était pas très enthousiasmant intellectuellement dans le cadre de la pratique du métier de juriste et la compréhension qu'on a du droit et surtout son exercice. On est encadré par des règles internes à l'établissement et on a peu de latitude. Et puis, généralement, lorsqu'une latitude doit être prise, on se réfère à un cabinet d'avocats puisque c'est lui qui prend l'initiative, c'est lui qui porte l'analyse, le juriste n'étant là finalement que pour s'assurer que la procédure interne et le protocole est respecté. Et donc, je voyais le métier d'avocat comme un métier un peu plus libéré à ce niveau-là. Et puis c'est vrai que pour moi le métier d'avocat c'est le métier d'avocat plaidant, c'est le métier d'avocat contentieux et je pense que j'avais toujours un petit peu cette fibre de justice en moi qui devait être cachée quelque part, que j'avais étouffée dans le cadre de mes études ou à la fin de mes études et j'avais envie d'y revenir, ou en tout cas j'avais envie de la laisser un petit peu s'exprimer. Et je me suis dit que c'est un peu le bagage culturel cinématographique qu'on peut avoir avec les films que l'on voit qu'ils soient français ou américains, avec l'avocat qui plaide avec âme et passion pour la défense de son client dans un souci de justice, un peu l'image de la veuve et l'orphelin. Eh bien, j'avais cette image très stéréotypée de l'avocat et que j'aimais bien en quelque sorte. C'est une image qui peut paraître un petit peu ridicule, mais très infantile, mais quelque part que je trouvais séduisante. Et c'est à cela que j'aspirais en voulant changer finalement de carrière et devenir avocat. C'était cet avocat-là que je voulais devenir, pas l'avocat d'affaires, c'est-à-dire pas celui qui prend la marge de manœuvre, exactement. La latitude dans le contrat ISDA. Exactement. Ouais, pour peu qu'il en ait lui-même une, mais ouais, effectivement, c'était pas du tout cet avocat-là que je voulais devenir. Donc voilà, je voulais devenir cet avocat plaidant, avocat contentieux, et malheureusement, mon profil ne plaisait pas. Quand je dis malheureusement, c'est assez logiquement aussi quelque part, parce que quand j'ai postulé auprès de cabinets français de tailles diverses et variées, et même toute petite taille. Donc une fois avoir intégré l'école. Voilà. Au moment de faire les stages, etc., vous envoyez votre candidature au cabinet et pas de réponse. Alors oui, j'obtiens un premier stage, là encore dans un gros cabinet d'affaires français où je fais mon PPI, c'est-à-dire que j'obtiens la possibilité de modifier mon PPI en entreprise puisque j'y avais déjà travaillé dans un cabinet d'avocats en France et en l'occurrence c'était un cabinet d'affaires que j'intègre grâce, je le dis en toute transparence, aux recommandations d'un ami dont le père était associé. Donc j'y passe 6 mois sans enthousiasme particulier parce que
C'était ce je que me vous retrouve vouliez, de l'autre ouais, côté, exactement. mais ce n'était pas ce que je voulais faire. Donc voilà. Et ensuite, je fais mon véritable stage en cabinet d'avocat à l'île Maurice. À l'île Maurice. Voilà, c'est vrai que je me suis dit, quitte à refaire un stage de 6 mois avant de se lancer à nouveau dans le marché du travail, essayons d'allier loisirs à parfois contraintes. Et donc, je suis parti à l'île Maurice. J'ai fait un stage de 6 mois en cabinet. Quel type de cabinet cette fois? C'était une toute petite structure, un tout petit cabinet, une avocate française qui s'était installée là-bas après avoir épousé un Mauricien. Et donc c'est vrai que c'était un avocat contentieux pour le coup. Donc là j'ai déjà eu une approche un peu plus contentieuse. Je n'y ai pas plaidé, je n'ai pas été amené à fréquenter un tribunal, mais j'ai rédigé des écritures, des conclusions, j'ai découvert un petit peu cela. Et ce stage, vous l'aviez trouvé sur Village de Justice? Je l'ai trouvé sur le site de l'EFB qui propose des stages. Et là, j'ai postulé, j'ai fait un entretien à distance. Après, c'est vrai que je vous cache pas que j'y ai un peu plus surfé que je n'y ai travaillé, puisque j'habitais Tamarin, qui est un petit village, et en face de Tamarin, il y a un spot de surf qui est mondialement réputé. Et j'y habitais à 10 minutes à pied, donc j'y allais dès que je pouvais. Donc j'en garde un excellent souvenir, une autre excellente expérience, pas tant professionnelle pour le coup, juridique qu'humaine. Voilà, c'est ce que j'ai fait ensuite comme stage, dernier stage dans le cadre de mes études. Et donc en fait, c'est au moment de la prestation de serment et de l'intégration vraiment de la profession d'avocat comme collaborateur que vous avez plus eu des difficultés à intégrer les cabinets que vous souhaitiez. Exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. En gros, quand j'ai commencé à chercher une collaboration à proprement parler après l'EFB, je postulais partout. Et bien évidemment, j'obtenais à l'occasion assez peu dans l'ensemble quelques entretiens dans ces cabinets contentieux, mais aucun ne m'a retenu parce que mon profil était trop... J'imagine, en tout cas, ça devait être une des problématiques. Mon profil était trop axé affaires, trop avocat conseil, plutôt qu'avocat contentieux plaidant. Donc, il fallait bien que je travaille, il fallait bien que je vive. Donc, j'ai accepté une collaboration dans un grand cabinet d'affaires français. En tant qu'avocat conseil, j'intègre le département banque finance, c'est-à-dire tout ce que j'avais fui de Londres. J'ai pas eu le choix frustration. Voilà, d'intégrer ça. Donc petite frustration parce que c'est pas ce pourquoi j'étais rentré. C'est vrai que comme vous le disiez, j'allais au bout de ma démarche académique, c'est-à-dire que je pouvais revendiquer la qualité d'avocat, mais c'était pas franchement pour ça que non plus que j'étais devenu avocat. C'était surtout pour faire du contentieux, plaider. Et malheureusement, ça n'est pas ce qui s'offrait à moi. Voilà. Oui. Et comment ça s'est passé, du coup, cette collaboration? Vous allez un peu à contre-cœur pour faire quelque chose que vous ne vouliez plus faire. Ouais. On part pas sur des bases. C'est vrai, mais écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Au final, je pense que dans l'ensemble, les rapports avec les autres avocats étaient très bons, même avec mon associé. Je pense pas qu'il ait eu de critiques ou de reproches particuliers à me faire concernant mon travail. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai suivi les règles qui m'étaient imposées à contre-cœur, mais je les ai suivies néanmoins. Mais en fait, j'ai entreaperçu une lumière à travers une lucarne à un moment donné, un mois après à peu près avoir intégré ma collaboration. Parce qu'en fait, en général, pour prêter serment, il faut déjà avoir une collaboration. Donc du coup, j'ai prêté serment un mois après la collaboration, et à l'occasion de cette prestation de serment, il y avait donc un futur confrère ou un confrère en l'état qui présentait le concours de la conférence. C'était maître Xavier Nogueras, et je m'en souviens. Et c'est la première fois que j'entendais parler de ce concours. J'en avais jamais entendu parler auparavant. Et je trouvais séduisante l'idée de passer un concours d'éloquence, en fait, ne pensant que ça n'était rien d'autre qu'un concours d'éloquence. Je trouvais l'exercice amusant, disserter sur des sujets abracadabrantesques et de défendre une position en essayant de faire preuve de spiritualité ou de culture ou d'humour, enfin peu importe. Et donc 10 jours plus tard, je m'inscris au premier tour de ce concours. Parce que je me dis, quitte à être damné à ne jamais plaider et à ne jamais prendre la parole au palais de justice,
je pourrais peut-être me rassurer en me disant voilà, tu as pris une fois la parole au palais de justice à l'occasion de ce concours, tu as plaidé dans la bibliothèque de l'ordre, dans la bibliothèque de l'ordre devant des confrères, bref. Et donc je me suis dit au moins ce sera l'occasion de prendre la parole en public au moins une fois dans ma vie. Et c'est comme ça en fait que après les choses se sont décantées pour moi dans la satisfaction de mon objectif. Parce que vous avez tout de suite, vous avez été pris du premier coup à la conférence ? Oui, j'ai été pris du premier coup. En fait, donc comme je vous le disais, moi, je savais pas du tout ce que c'était. J'en avais jamais entendu parler. Je connaissais personne dans le monde du droit en France parce que il y avait une histoire familiale de juriste, mais en Italie, puisque je suis d'origine italienne de par mon père, et absolument pas en France. Donc du coup, je n'y connaissais rien. Et c'est en passant le concours, en discutant avec les autres candidats, que je comprends de quoi il s'agit. On m'explique en fait que ça ouvre aussi les portes du pénal et la possibilité de rentrer dans cet univers-là, surtout quand on en est étranger comme moi. Et c'est là où je me suis dit, c'est peut-être ce qu'il me faut en fait. C'est peut-être l'occasion pour moi. C'est un signe, qui sait. Ma femme fonctionne beaucoup par signe, donc je me dis que quelque part c'est un signe, et il faut absolument que je réussisse ce concours pour que je puisse faire ce pourquoi j'avais décidé de devenir avocat. Donc là, c'était quoi votre premier sujet ? Mon premier sujet, c'était doit-on être médiocre ? Doit-on être médiocre ? Et comme on a le choix au premier tour, j'ai choisi de répondre à l'affirmative. On doit être médiocre. On doit être médiocre, okay. Oui. Donc je veux savoir pourquoi. Pourquoi doit-on être médiocre ? Oui. Vous n'êtes pas obligé de refaire toute la plaidoirie. Non, j'en serais bien incapable. Non, pourquoi est-ce que j'ai répondu ça ? Certainement dans un esprit wildien de provocation, toujours être à contre-courant de ce à quoi on peut s'attendre, et ne pas trop se prendre au sérieux. Je crois de mémoire que je devais moquer un petit peu les gens qui se prenaient trop au sérieux. Et donc c'est pour ça que j'avais j'avais fait le choix de soutenir cette position. Voilà. Ouais. Et manifestement, ça a fonctionné ? Alors oui, ça a fonctionné. Il y a eu 2 autres tours. Celui-ci n'était pas suffisant, mais oui, ça a fonctionné, heureusement. Et donc du coup, ça m'a ouvert une porte, à savoir le monde du contentieux, et en l'occurrence du contentieux pénal. Et donc vous êtes élu secrétaire ? Oui. Vous êtes élu secrétaire, et à ce moment-là, quid de votre collab ? Eh bien, écoutez, ils ont été très réglo. C'était peut-être inattendu pour certains, mais en tout cas, ils ont été très réglo. Donc, on est 1 an plus tard, à peu près ? Voilà, exactement. On est quasiment 1 an plus tard. On est 9-10 mois plus tard. Je suis élu secrétaire. J'en informe mon associé. Il décide de me garder en me laissant la latitude de faire ce que j'ai à faire dans le cadre de la conférence. Bon, assez vite, ils se rendent compte que c'est plus tenable, parce que évidemment, c'est assez logique. Ils attendent quand même que je sois un peu plus présent au cabinet que je ne l'étais. Et puis, c'est vrai que je faisais le choix de vivre pleinement cette expérience, qui est quand même une expérience assez extraordinaire et qui ne dure qu'1 an. Donc, ils décident de mettre un terme à ma collaboration, mais de façon très honnête, c'est-à-dire qu'en gros, ils me couvrent quasiment toute mon année en termes de préavis, ne m'obligeant pas à le faire. Ouais. Donc de ce côté-là, j'ai pas du tout eu de difficulté. Voilà, pas du tout de difficulté. Ils ont été très conciliants, alors qu'on aurait pu penser qu'un gros cabinet d'affaires comme ça allait pas être réceptif. En fait, non, ils ont été très cool. Et vous dites que vous avez pleinement embrassé cette année, que vous vous êtes vraiment plongé dans ce rôle, cette mission plutôt que rôle de secrétaire de la conférence. Comment vous l'avez vécu justement ? Quels ont été des faits marquants de cette année ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Comment est-ce que j'ai vécu ? Alors, j'ai vraiment tout découvert de la conférence à partir du moment où j'ai été élu. Véritablement, par exemple, j'ai découvert ce qu'était une conférence Berryer, puisque j'ignorais tout de la conférence Berryer. Donc, en découvrant l'univers propre à la conférence, qui est la mission que l'on a en tant qu'avocat commis d'office en matière pénale, je découvre également le monde du droit.
je découvre tout en même temps. Le monde du contentieux, le monde de la plaidoirie, les rapports aux juges, qu'ils soient juges d'instruction, juges des libertés, procureurs, magistrats du siège, les rapports aux confrères aussi, parce que dans un cabinet d'affaires, les confrères que l'on a sont comme quelque part des juristes d'entreprise, c'est-à-dire on travaille dans une société, on se voit le matin, on prend un café, on discute, on déjeune ensemble, mais on n'a pas ce rapport au travail de la même manière que l'avocat plaidant qui croise quelqu'un au palais, dans les couloirs du palais, qui va discuter de dossiers, de plaidoiries, de choses humaines en fait, puisque ce sont des dossiers qui sont axés sur l'humain, indépendamment de la technicité juridique, ils sont également axés sur l'humain. Les rapports au greffe aussi. Donc je découvre tout cela et puis je découvre le fonctionnement de la conférence, c'est-à-dire la mission qui est la nôtre de défense et puis de représentation aussi, de déplacement à l'occasion à l'étranger dans le cadre de ces représentations, d'animation de débats, de concours d'éloquence, voilà donc. Et tout ça se passe très bien avec les 11 autres que je découvre aussi. J'en connaissais aucun, bien entendu. Et on s'entend très bien. On a été une promotion très, très soudée. Et on continue encore à l'être. On continue à se voir. On dit de se voir quand on peut. Donc ouais, non, je découvre tout ça avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir et sans amertume par rapport à certaines choses. Vraiment très très à l'aise, très content. Vous pensez à quelle chose qui aurait pu créer de l'amertume ? Des déceptions par rapport à un objectif, une croyance que l'on a, que l'on se fait, et puis et finalement non, rien de tout ça. Vraiment quelque chose de satisfaisant, une expérience pleinement satisfaisante du début à la fin, et même les difficultés qu'on peut avoir parfois dans les rapports avec certains magistrats, on en tire toujours quelque chose d'intéressant, et puis ça se fait toujours de façon très civilisé, en bonne intelligence. On sent qu'il y a quand même une logique entre les magistrats et les avocats d'essayer de communiquer. Enfin, quand on découvre tout ça, qu'on n'y connaît rien et qu'on n'a jamais été dans un cabinet de contentieux, c'est des choses qui vous sont jetées un peu au visage et que vous apprenez à attraper. Et donc, à l'issue de cette année de conférence, qu'est-ce que vous faites ? Alors, à l'issue de cette année de conférence, je décide de rester, donc bien évidemment, dans le contentieux, avocat plaidant, je m'installe quelques mois après la fin, je me mets à mon compte. Voilà. Direct. Presque direct, je passe par une collaboration qui ne dure que quelques mois, 3 ou 4 mois dans mon souvenir, qui s'est assez mal passé avec un avocat qui vraisemblablement avait quelques problèmes, et donc je quitte la collaboration et je m'installe à mon compte. Ouais. Vous aviez gardé une activité, qui traînait de la conférence. Vous commenciez à développer du perso. Comment ça se passait de ce point de vue-là ? Oui, non, je garde et conserve mon activité de la conférence, parce qu'en fait les dossiers durs, ce dossier que l'on récupère à l'instruction, comme on dit, c'est-à-dire des dossiers qui viennent sur instruction, ont tendance à s'étaler un petit peu dans le temps, entre 1 an et 2 ans pour les plus rapides, et donc l'année de conférence ne suffit pas à les satisfaire, donc on les suit après. Et puis vous en avez encore qui continuent à entrer, si j'ose dire, par la suite, puisque vous pouvez rester en disponibilité en qualité d'ancien secrétaire, que ce soit pour les comparutions immédiates, que ce soit pour les gardes à vue aussi, ce qu'on appelle nous en renfort lorsque c'est nécessaire. Donc on reste quand même très très proche du monde du pénal, et on poursuit ça après, ouais. Et donc je continuais de poursuivre ça. Et ça se passait bien ? Et ça se passait très bien, ouais, non. Et du coup, aujourd'hui, votre activité actuelle, c'est la suite de ça ? Alors, entre autres, pas uniquement. Je continue donc à faire du pénal, bien entendu. Et puis je fais aussi pas mal de droit commercial contentieux, toujours. D'où est venue cette activité ? Parce que c'était ni votre activité comme juriste initialement,
ni votre activité comme pénaliste issu de la conférence. Donc comment est-ce que cette troisième branche, entre guillemets, enfin maintenant j'imagine que vous faites plus de droit des affaires boursier et financier pur, mais comment est-ce que cette activité plus droit commercial s'est-elle développée? Alors, elle s'est développée à travers le droit des contrats, parce qu'en fait, le droit commercial, d'une manière générale, c'est un peu ce que l'on pourrait appeler du droit des contrats entre personnes morales. Pour simplifier, c'est un peu plus complexe que ça, puisque les personnes physiques peuvent être visées à l'occasion, mais il y a toujours des personnes morales dedans. Et j'ai toujours eu une certaine appétence pour le droit des obligations, le droit des contrats. Et puis, j'ai moi-même eu l'occasion, pendant 1 an, d'être chargé de TD en droit des obligations. Donc assez naturellement, je me suis porté vers ce domaine de compétences. Voilà, je n'en revendique pas une spécialité, parce que pour ça il faut passer un examen de spécialité, mais c'est en tout cas un domaine de compétences que je m'attribue en quelque sorte, et c'est pour ça que je suis allé là-dedans, parce que j'aime bien le côté en fait réflexion juridique. Voilà, c'est vrai que dans le droit pénal il y en a bien évidemment, mais c'est peut-être moins marqué que dans un certain nombre de domaines juridiques, que ce soit le droit commercial, le droit immobilier, le droit administratif par exemple, le droit social, et le droit fiscal et ainsi de suite. Souvent les faits sont importants, mais à l'aune des faits, il faut construire un ou plusieurs raisonnements juridiques. Il faut savoir développer, il faut savoir analyser, il faut savoir faire des recherches, il faut savoir penser en droit. Et c'est vrai que ça repose surtout là-dessus, qu'on le veuille ou non. Les faits ne sont là que pour servir le droit et non l'inverse. Et donc c'est vrai que j'aime bien ça. C'est pour ça que j'ai essayé de développer un peu ça. C'était important pour vous? Ouais, c'est important. C'était important, ouais, pour moi. Certains diront que c'est aussi pour des raisons financières, parce que on obtient à être mieux rémunéré en droit commercial qu'en droit pénal. C'est certainement vrai, quoique vous avez des avocats pénalistes qui fonctionnent très bien, mais qui ne sont que pénalistes. Mais non, c'est aussi pour l'aspect entre guillemets intellectuel, sans aucune prétention, parce qu'il y en a bien évidemment dans le droit pénal. Mais cette construction juridique, je l'affectionne particulièrement, en tout cas dans le domaine dans lequel j'ai un semblant de compétence. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu développer un petit peu ça, cet aspect-là du droit, et ne pas me cantonner qu'au droit pénal, qui est plus humain en fait. Oui. C'est vraiment l'humain qui va jouer, et beaucoup les faits, la compréhension du dossier et ce qu'on arrive à faire du dossier. Et au moment où voilà, il y a ce droit des obligations, vous enseignez à la fac, et puis ensuite vous décidez de poursuivre. Comment est-ce que vous vous y prenez justement pour développer le droit commercial à ce moment-là? Alors le droit commercial, ça fonctionne uniquement par contact, ce qu'on appelle de façon un peu pompeuse le réseau. Alors moi je n'en ai pas. Peut-être celui de la conférence et encore en matière pénale, mais en commercial je n'en avais pas. Mais j'ai des amis. J'aime bien, je n'ai pas de réseau, mais j'ai des amis. Alors, ils sont pas formés en réseau, ce sont des amis dispatchés ici, là, et c'est vrai que quelques-uns sont entrepreneurs, et ils se sont assez naturellement adressés à moi lorsqu'ils avaient des petites difficultés d'ordre commercial, contractuel, et c'est comme ça que moi je suis rentré dedans. Et puis j'ai par exemple un restaurateur parmi mes clients auquel j'ai été recommandé par un ami qui avait l'habitude de dîner chez lui, et à force de se connaître et de se fréquenter, il lui parle de ses soucis et de son envie de changer d'avocat, et l'ami en question lui dit écoute, moi j'ai un très bon ami d'enfance qui est avocat, appelle-le de ma part et puis tu vois avec lui si ça match ou pas. Voilà, ça s'est fait de façon un petit peu de façon un peu hasardeuse comme ça par les connaissances et les amis. Par les connaissances et les amis. Puis ensuite du réputationnel, là encore c'est un bien grand mot, mais un autre exemple, le restaurateur en question qui me recommande à un autre de ses amis, qui me contacte parce qu'il a un problème aussi, et voilà, c'est comme ça que les choses se développent, ce qu'on appelle le bouche à oreille en fait, Donc et c'est comme ça qu'en commercial ça a
commencé à fonctionner et que ça continue d'ailleurs de fonctionner toujours de cette manière-là, les amis et le bouche à oreille. Et le droit pénal ? Alors le droit pénal, ça fonctionne un petit peu de la même manière. Alors j'ai moins d'amis qui ont de problèmes de nature criminelle, donc là j'ai pas je peux pas profiter de ce relationnel-là. D'anciens clients qui peuvent effectivement me recommander à l'occasion à certaines de leurs fréquentations qui ne sont vraisemblablement pas toujours de bonnes fréquentations. Et puis, comme je vous le disais, la conférence. C'est-à-dire que vous pouvez rester en disponibilité et vous rendre joignable dès lors que c'est nécessaire. Ainsi, en garde à vue, on peut continuer de s'inscrire et vous êtes assez éloigné dans la liste quand vous êtes un ancien secrétaire. Mais si jamais les premiers ne peuvent pas répondre, vous êtes contacté et donc là vous intervenez et vous assurez la représentation lors de la garde à vue dans le cadre de la commission d'office des clients en question. Voilà. Et ça vous satisfait cet équilibre ? Alors moi, c'est un équilibre qui me satisfait bien, ouais. J'ai une structure qui fonctionne tout à fait correctement, mais qui est certainement beaucoup plus modeste qu'un certain nombre de mes confrères, que ce soit d'anciens secrétaires ou pas d'ailleurs. J'ai pas vocation à trop développer. J'aime bien avoir l'équilibre vie familiale et vie professionnelle, ce qui est plus difficile lorsque vous développez beaucoup. Alors certes, on pourra me dire que les collaborateurs ou collaboratrices sont là pour ça, c'est vrai, mais c'est aussi une gestion humaine à mettre en place qui est pas toujours évidente. Et vous aimez travailler seul ? Alors je travaille pas seul. Parce que ma femme est avocate. Donc, on a chacun nos structures, chacun nos clients. Mais sur des dossiers importants, j'aime avoir son regard, l'objectivité de son regard. Et donc, parfois, elle me dit t'as écrit n'importe quoi, ou ton raisonnement c'est n'importe quoi, ou c'est pas assez développé, tu démontres pas assez ce que tu cherches à démontrer, etc. Elle m'aide beaucoup Elle m'aide quand j'ai des véritables doutes en matière donc contractuelle, parce qu'elle-même a été chargée de t'aider en droit des contrats spéciaux à Assas, si mon souvenir est exact. Donc ouais, elle m'aide pas mal là-dessus. Et en pénal, elle vient souvent avec moi sur les assises. Elle vient souvent en matière de viol, notamment. Non pas parce que j'essaie de jouer la carte de la présence féminine auprès de mes clients, mais parce que c'est important d'avoir sur des dossiers aussi lourds un regard extérieur, puis aussi un regard féminin. Il faut bien l'admettre, mais pas uniquement. Et donc, ouais, elle prend les dossiers avec moi, elle les lit avec moi, on les travaille ensemble. Et puis elle participe aux assises avec moi. Elle plaide pas, parce qu'elle refuse de plaider, mais c'est moi qui plaide, mais en tout cas, elle travaille à mes côtés. Ouais. Et donc, vous êtes tous les deux. Elle a aussi une structure comme la vôtre, individuelle, strictement individuelle ? Ouais. Ouais, strictement individuel. Donc vous êtes tous les deux à la fois un binôme et à la fois deux oiseaux indépendants professionnellement ? On est deux oiseaux indépendants professionnellement, mais on travaille dans le même cabinet. Elle est là. Okay. On se voit toute la journée, tous les jours. Et alors, c'est comment de travailler toute la journée, tous les jours avec sa femme dans les mêmes Bah, c'est très cool, en fait. C'est assez cool, hein. C'est vrai que ça surprend beaucoup. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Non, mais ça me rappelle mon échange avec Charles Laroche, qui a été collaborateur dans le même cabinet que son épouse Isabelle Châtaignier. Oui. Et ils étaient dans le même bureau, et quand je lui ai dit, mais du coup, ça se passe comment ? Il a dit, mais je suis quand même surpris que les gens s'étonnent autant que ça puisse bien se passer avec la personne qu'on aime et avec qui on vit. Vrai. Je suis tout à fait d'accord. Je partage le même avis. Voilà, votre remarque, votre étonnement sur cette question me rappelle Charles. Voilà. En fait, oui, c'est ça. Moi, franchement, ça n'est pas vraiment à l'ordre du jour, mais on se disait, on se disait de temps en temps, je pense que ça ferait bizarre de pas être, si elle devait rejoindre un autre cabinet ou si moi je devais rejoindre un autre cabinet, ça ferait bizarre de plus se voir aussi souvent.
De pas avoir cette proximité. Ouais, de pas avoir cette proximité. Donc non, c'est assez cool, ouais. Et c'est bien aussi parce que je pense que elle a une certaine transparence. Par exemple, dans la façon de me dire les choses, elle est directe, elle va être honnête, elle va pas prendre de gants. Parce qu'on a le collaborateur ou la collaboratrice fera plus, ce qui est assez logique d'ailleurs. On est toujours un peu plus intimidé par son entre guillemets patron, en tout cas son associé, et donc on prend un peu plus de gants lorsqu'on veut lui faire une remarque. Avant de lui faire comprendre qu'il s'est trompé. Et puis peut-être que nous-mêmes, on n'en perçoit pas la critique de la même manière. Quand c'est quelqu'un que vous estimez à votre niveau, si j'ose dire, vous acceptez plus facilement la critique ou vous la comprenez en tout cas plus aisément. Quand c'est quelqu'un qui est censé apprendre et auquel vous êtes censé apprendre quelque chose, je pense que supposer que cette personne en réalité est susceptible de vous enseigner cette même chose, ça vous perturbe. Donc vous avez peut-être du mal à comprendre en quoi elle a raison. Donc, oui, vous pointez un truc intéressant sur finalement ce rapport de travail dans la profession d'avocat qui, je pense, est encore imprégné de beaucoup de verticalité descendante. Exactement. Et peut-être que dans d'autres secteurs, on conçoit beaucoup plus que... Enfin, il y a tellement ce mythe de la transmission dans la profession d'avocat, du mentor, etc. Ouais. Et peut-être que dans d'autres secteurs, on conçoit beaucoup plus qu'on fait venir des compétences à qui on va apprendre des choses, mais qui vont aussi venir... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression, en tout cas, maintenant que je côtoie plus... le monde des entreprises classiques entre guillemets et que j'en suis une moi-même, qu'il y a beaucoup plus cette recherche d'altérité et que les collaborateurs entre guillemets viennent défier, pour pas utiliser l'équivalent anglais, leur manager de ce point de vue-là. Enfin, mais c'est intéressant ce que vous dites. Ouais, moi je pense que c'est une réalité. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu et que je l'ai observé. Et puis c'est vrai quand on échange avec un certain nombre d'amis à ce sujet, qu'ils soient associés ou collaborateurs, c'est vrai que c'est un peu le ressenti que l'on a. L'associé est censé être le mentor entre guillemets, ou en tout cas celui qui apprend à l'autre, et le collaborateur n'est pas en mesure d'avoir une lecture autre et peut-être plus pertinente que l'associé. Ou si jamais ça devait être le cas, faudrait que ce soit abordé d'une certaine manière pour que les orgueils soient préservés. Donc bon, c'est parfois un peu triste, ça peut se comprendre aussi. C'est vrai que voilà, je pense que c'est un métier en revanche où la transparence dans l'échange est nécessaire, vraiment, parce que c'est un métier où dans lequel il faut faire preuve d'humilité. Et si on se croit un tout sachant, on va avoir du mal à progresser, à se remettre en question, et donc et à accepter finalement que les choses se passent autrement. Et donc on fait pas forcément très bien son métier dans ce cas-là. Et c'est intéressant aussi ce que vous dites sur la manière dont vous travaillez avec votre épouse, où elle relie certains de vos actes et où vous la consultez et vous avez des échanges entre guillemets à égalité sur le dossier et puis sur la manière dont vous l'avez abordé et traité. Et cette recherche en fait de contradiction sur votre propre travail que vous avez trouvé, donc en l'occurrence avec votre femme avec qui vous partagez des locaux. Juste avant de venir, j'ai un groupe WhatsApp d'auditeurs de Fleur d'Avocat, et il y a une auditrice qui a posté un message en disant voilà, j'interviens sur tel type d'opération en droit public et je cherche un legal buddy. Je cherche quelqu'un avec qui je puisse être dans la contradiction sur mon propre travail, et bien évidemment de façon réciproque, c'est-à-dire que si vous voulez, et ça rejoint une crainte que j'ai beaucoup auprès de mes clients, et notamment de mes clients qui s'installent et qui deviennent indépendants. Il y a beaucoup cette crainte de la solitude, et dans la solitude, au-delà de l'aspect relationnel de passer des journées seules, il y a cette crainte d'être seul face à ces questionnements juridiques, intellectuels, et de ne plus avoir le retour entre guillemets de quelqu'un ou d'un collègue ou d'un mentor, justement. Et vous avez trouvé cet arrangement-là dans votre... C'est très difficile de prendre de la distance avec l'analyse qu'on est en train de construire.
En tout cas, à partir du moment où on se jette pleinement dans un dossier, qu'on en analyse toutes les pièces, tous les faits, et que l'on construit ensuite un raisonnement, c'est très difficile, et c'est humain d'ailleurs. Peut-être y en a-t-il qui y parviennent, mais en tout cas, je pense que moi, c'est pas forcément le cas, en tout cas pas tout le jour. C'est difficile d'arriver à prendre cette distance qui est nécessaire pour le suivi et le traitement de son dossier. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous relise et qui vous dise non, c'est mal abordé. En tout cas, l'idée est bonne. Oui, tu as trouvé le bon arrêt de jurisprudence, sauf que tu le développes pas assez. Tu vas chercher l'intention du législateur pour confronter au sens de la jurisprudence, etc. Enfin, ce genre de choses auxquelles on pense pas forcément parce qu'on est pris par ce qu'on est en train de faire, et on oublie parfois certaines clés que l'on connaît, que l'on a, mais on n'y pense pas. Et le fait d'avoir quelqu'un en face qui vous dise les choses simplement, sans que vous preniez ça mal et que vous vous sentiez insulté ou agressé dans votre ego, qui plus est masculin, d'avocat tout puissant, voilà, ça fait du bien d'avoir cet échange-là. Moi, j'ai vu dans certains cabinets que cet échange était impossible, mais réellement impossible, et que ça causait des drames invraisemblables, alors qu'il s'agissait juste d'établir un constat et parfois simplement des réalités. Donc c'est quelque chose que je veux pas revivre, et que moi justement, enfin, à laquelle j'aspire. Voilà, pour l'instant, je l'ai avec ma femme. Peut-être qu'un jour, je l'aurai avec un collaborateur ou une collaboratrice. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Mais c'est vrai que ça, c'est important, et ça fonctionne bien. Et moi-même, j'hésite pas à lui dire quand elle me sollicite sur ces dossiers. Mais ouais, non, c'est super de fonctionner comme ça, en tout cas. Moi, je trouve ça bien, et une fois encore, toute la journée, moi, l'avoir toute la journée, ça me dérange pas. J'ai l'impression que c'est réciproque. Donc voilà. Peut-être qu'on aura des retours après la diffusion de cette interview. Ouais, non, mais en je plus. Je sais pas si je vous dirai. Vous pourrez l'interviewer si vous voulez, hein. Elle vous dira ce qu'elle en pense. Après, c'est vrai que le métier avocat, c'est un peu particulier par rapport au salariat. C'est que on bouge quand même. Vous voyez, et elle aussi est d'accord avec moi là-dessus. Elle va au palais de temps en temps. De temps en temps, c'est moi qui vais au palais, que ce soit à Paris ou aux provinces. On se déplace. On a des rendez-vous clients, alors majoritairement au cabinet, mais parfois les clients, certains aiment bien qu'on vienne chez eux, notamment les sociétés. Donc on n'est pas toujours non plus H24, 7 jours sur 7 ensemble. On a aussi notre vie professionnelle qui nous amène à nous déplacer, et bon voilà, on a quand même une certaine liberté. Elle va déjeuner avec des amis, ou parfois prendre un verre ou dîner avec des amis aussi. Donc nos journées, on les rythme comme ça. On n'est pas, je pense que voilà. Et vous arrivez justement à laisser le travail au cabinet, ou ça vient à la maison avec vous? Alors ça vient à la maison avec nous, ouais, ça c'est. Mais c'est un plaisir partagé. Moi, je sais que j'adore parler boulot le soir aussi. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Nous, on n'a pas de problème à parler de ça. Alors, bon, je pense qu'on aime bien ce qu'on fait, donc c'est vrai que ça nous dérange pas du tout. Et on dit en fait que c'est bien, enfin que c'est constructif pour nos dossiers. C'est marrant parce que je pense que c'est vrai que parfois, c'est plus on discute et plus on prend le temps de discuter de quelque chose, qu'on conceptualise encore plus la chose en question et qu'on arrive à trouver la solution. Le temps est parfois favorable. Et c'est vrai que le temps du cabinet peut être restreint. Nous, en plus, on n'a pas vocation à faire des horaires tardifs comme j'ai pu en faire dans mon premier cabinet d'affaires. Donc, c'est vrai que on prolonge ce temps de façon plus conviviale à la maison, une fois que les enfants sont couchés. Mais c'est vrai qu'on aime bien échanger sur nos dossiers, sur nos raisonnements juridiques, et c'est comme ça que parfois ça nous vient en fait, que moi je lui donne une idée pour un de ses dossiers, que elle me dit d'analyser plutôt les choses comme ça, et puis en même temps on se rassure. Parce que parfois on ne sait pas comment aborder un dossier, on a une vraie angoisse, et on a une inquiétude. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un à la maison avec qui vous pouvez partager cette inquiétude et cette angoisse, c'est assez rassurant. Oui. Et c'est quand même un métier assez stressant là-dessus. Vous avez des gens qui vous font confiance
On n'est pas au niveau de stress du médecin, bien évidemment, qui parfois, enfin en tout cas certains d'entre eux ont la vie d'être humain entre leurs mains, mais il y a quand même le stress de gens qui viennent vous confier leurs problèmes, leurs difficultés. En fait, ils vous remettent leurs problèmes et c'est à vous de les prendre pour qu'eux s'en déchargent et d'essayer d'obtenir une solution par l'intervention d'un juge. Donc c'est quand même prenant, c'est assez angoissant quelque part, c'est assez lourd comme responsabilité qui nous est demandée, même si on l'accepte volontiers. Et parfois, quand on est confronté à ces inquiétudes fortes, c'est super de rentrer chez soi et de pouvoir se confier à ce sujet, à l'autre, et l'autre vous rassurer, ou avoir la solution parce qu'il a déjà été confronté à ça, ou vous dire non mais c'est bon, t'inquiète pas, je vois très bien de quoi il s'agit, je connais ou machin, ou enfin voilà, vous pouvez, ou sinon vous se connaissez pas. Et on réfléchit ensemble et on essaye et c'est que ça vous permet de dormir un peu plus sereinement que de vous coucher avec votre angoisse dont vous n'avez pas réussi à... Demain, il faudra que je gère ce truc Et oui, parce qu'en plus avec un collab, imaginez entre collaborateurs, l'autre a aussi du travail, il n'y a pas que ça à faire non plus, donc il peut pas passer autant de temps que ça, alors que quand vous êtes dans une relation amoureuse, vous confiez du temps à l'autre et ce temps passe par n'importe quoi, mais notamment par le temps entre guillemets professionnel. Donc vous acceptez de partager ça et ça c'est cool, franchement c'est hyper rassurant. Bon, en tout cas vous avez l'air de bien vous être trouvés tous les deux là-dessus. Ouais, on s'est bien trouvés, ouais. Non, c'est le hasard qui a voulu ça, mais je le dois à la conférence d'ailleurs, mais ouais, c'est ça. Et vous disiez tout à l'heure que vous aviez pas vocation, de façon intentionnelle, que vous aviez pas vocation et une intention particulière de développer outre mesure, parce que ce que je comprends, c'est que vous aimez en fait votre rythme actuel, vous aimez protéger pas mal votre vie privée, etc. Ouais, exactement. Oui, c'est. En fait, ça peut paraître surprenant, ou ça peut être un moyen pour me justifier de l'état de mon cabinet, mais en fait non. C'est juste que j'ai travaillé beaucoup quand j'étais un peu plus jeune. Je sais ce que c'est, je sais le faire. J'ai plus vraiment envie de le faire maintenant. D'autant plus que j'ai une vie de famille, donc j'ai envie d'avoir une certaine régularité dans mes horaires de travail. Ça peut paraître très fonctionnaire dans la mentalité. Non, mais moi je m'intéresse dans ce podcast et c'est pour ça que je fonctionne sur le base de la recommandation et c'est pour ça que c'est pas moi ce qui m'intéresse c'est votre manière d'exercer à vous et ce que les auditeurs apprécient dans le podcast c'est de découvrir comment chacun façonne son exercice d'une façon qui lui convient. Et donc, je suis sûre que... et je les invite à vous écrire, d'ailleurs. Non, mais je veux dire, je suis sûre que ça... Parce que votre souhait, votre intention, votre manière de voir votre exercice et comment vous avez envie de le construire parlera à beaucoup de personnes, en fait. Donc, il n'y a pas de... Enfin, vous n'avez pas besoin de vous en excuser. C'est ça que je veux dire. Cette longue incipit pour dire que vous n'avez pas besoin de vous en excuser. Non, mais c'est gentil, merci. Non, mais oui, c'est moi. Si vous voulez une journée type et comme je la conçois en tout cas dans le cadre de mon métier, c'est le matin, on dépose les enfants. Alors on se répartit puisqu'il y en a une qui est à la crèche et l'autre qui est à l'école. Mais après la dépose, c'est cabinet direct, donc 8h30, 9h au plus tard. On travaille jusqu'à la pause déjeuner. Alors on a la chance d'habiter à proximité de notre cabinet. Donc c'est vrai que soit on déjeune au cabinet, soit on prend le goût d'aller au restaurant, soit on rentre à la maison. On revient, journée au cabinet, et puis après on va récupérer nos enfants. Donc on est assez tôt, on va dire en fin d'après-midi, avec nos enfants. Voilà, c'est ça. On est avec nos enfants, on s'en occupe jusqu'au coucher. Et puis ensuite, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est là où parfois on reprend, lorsque c'est nécessaire, notre activité professionnelle. Soit on écrit les mails si nécessaire, soit on fait des écritures, soit on discute simplement entre nous, c'est-à-dire on a cette réflexion intellectuelle que d'autres auront uniquement dans le temps du cabinet. Nous, on peut l'avoir et la prolonger à la maison. Donc voilà. Alors c'est pas comme ça tous les soirs, heureusement, mais assez régulièrement quand même. Voilà, on prolonge cette activité à la maison, mais dans un cadre beaucoup plus
on va dire posé, quoi. C'est pas aussi formel que dans un cabinet. Et c'est comme ça qu'on voit les choses. Profiter de notre vie de famille. Et c'est vrai que on en discutait en plus très récemment avec une offre qui avait été faite à ma femme. Elle se verrait pas abandonner ça. Se verrait pas abandonner cette proximité qu'elle peut avoir avec ses enfants, le fait qu'elle n'ait pas à s'en remettre à des nounous qui doivent les récupérer pour travailler à 19h. Et moi-même, en fait. C'est là aussi, je m'en excuse pas, mais c'est je pense pareil en tant qu'homme. C'est vrai que je suis content d'aller récupérer mes enfants à la sortie de l'école et de passer du temps avec eux. Voilà, plus que de rentrer au mieux à 19h ou 20h. L'horaire psychologique des avocats, c'est quand même 20h, il faut le dire. Ouais, oui. Alors en plus, il y a ça, c'est plutôt l'horaire psychologique. Non, voilà, moi je me verrais pas changer ça en fait. Voilà, je pense que ça me déprimerait quelque sorte de rentrer à 20h en n'ayant qu'une demi-heure à consacrer de lecture à mes enfants avant qu'ils se couchent. J'aime bien faire le bain, on fait le repas, on joue un peu avec eux. Bon, alors parfois c'est vrai que quand il y a un client qui nous appelle en même temps, c'est un peu délicat. Ça, c'est une réalité aussi du truc. Mais ça se fait. En tout cas, nous, on y arrive. Mais c'est vrai que si on devait faire plus, si je devais développer plus mon activité, je dis parce que je partage avec ma femme et elle a sa structure, donc elle vous en parlerait mieux que moi. Oui. Mais si je devais développer plus mon activité, ça empiéterait là-dessus. Ça empiéterait là-dessus. Voilà. Donc je l'entretiens ou je la développe de manière à ce que ça ne soit pas affecté. Oui. Et vous disiez tout à l'heure que vous aviez des origines italiennes. Oui. Vous avez développé une partie d'activité avec l'Italie ou c'est juste culturel de famille ? Oui, non, pas du tout. J'ai rien développé avec l'Italie. C'est mon père qui est italien. Non, c'est vraiment non, c'est juste culturel. Hein. Pour le coup, papa m'a toujours parlé français. Il parlait déjà français avant. Son père lui-même parlait français, allemand, bref. Donc j'ai pas de non, à la maison c'était on parlait français. L'italien, je l'ai appris en prenant des cours et puis lors de mes déplacements en Italie. Mais non, j'ai pas de formation en droit italien. C'est pas quelque chose que vous avez souhaité particulièrement explorer, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout souhaité explorer. Je vais pas développer ça. Après, j'ai eu des. Alors, en revanche, c'est vrai que c'était une expérience intéressante de la conférence. Vous m'y faites penser en parlant de ça. J'ai eu comme client un fils d'un parrain de la Camorra qui était impliqué dans une affaire criminelle et donc le fait d'être d'origine italienne et de parler italien facilitait l'échange. Voilà, c'est sûr que je parlais italien avec lui quand j'allais le voir en détention, qu'on préparait son procès, etc. Voilà, donc ça facilite les échanges. Donc j'ai eu 2-3 clients effectivement d'origine italienne, mais c'était le hasard qu'il avait voulu. J'avais pas cherché à développer ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un confrère ou une consoeur qui vous inspire particulièrement ? Est-ce que j'ai un confrère ou une consoeur qui m'inspire particulièrement Ou que vous avez envie d'inviter les auditeurs à suivre son activité ou quoi que ce soit ? Ah, c'est une question qui n'est pas évidente. Moi, j'ai beaucoup de respect pour un grand nombre de mes confrères. Après, je ne suis pas, quand je dis je ne suis pas, c'est le verbe suivre. Je ne suis pas forcément la vie professionnelle de mes confrères. Je vous inviterai à suivre celle de ma femme parce que Très bien. J'aurais. Qui s'appelle Lucille Berthier, maître Lucille Berthier. Donc ça, je vous invite à la suivre. Elle a écrit d'ailleurs, elle a dirigé le guide du jeune avocat qui est publié par LexisNexis. C'est elle qui en est à l'initiative, qui a été réédité là. Elle travaille également sur un autre livre. Pour l'instant, c'est en attente éventuelle d'accord, mais au sujet très intéressant et très d'actualité. Donc, elle est assez impliquée dans le monde de l'écriture juridique, on va dire. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour sa perspicacité intellectuelle et juridique. Je l'ai pas souvent vu ça, en fait.
J'ai peut-être de la chance là-dessus, parce que c'est pour ça aussi que je me remets plus facilement à elle. Mais j'ai pas rencontré beaucoup d'avocats aussi pertinents intellectuellement sur le plan juridique, c'est-à-dire avec cette capacité de voir tout de suite le point de droit, la question de droit, la cibler précisément, et puis satisfaire les recherches comme ça. Mais après, bon, j'ai d'autres confrères, j'ai beaucoup de respect, mais plus, professionnellement évidemment, mais plus pour ce qu'ils font. J'en ai un qui a un nom de scène, si j'ose dire, qui est écrivain, Abel Quentin, qui écrit très bien et que j'invite vos auditeurs à lire, parce qu'il écrit très bien et il écrit des choses très intéressantes. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et il est avocat aussi, sous un autre nom que je ne révélerai pas, puisque j'imagine qu'il a voulu conserver cet anonymat. Mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour lui comme avocat, parce qu'on a souvent plaidé ensemble, mais également comme écrivain. Voilà, pour des gens un peu de ma génération, bon, il y en a d'autres, bien évidemment. Il y a Xavier Nogueras, dont j'ai parlé avant, qui est un brillant avocat pénaliste qui jouit d'une réputation certaine et méritée. Voilà, lui aussi, il a un parcours un peu atypique, et c'est quelqu'un qui a une lecture du monde du droit très intéressante, et de la défense pénale aussi très intéressante, parce qu'il s'est quand même voué à une défense de personnes aujourd'hui plus que non grata, et c'est pas, les gens ont du mal à comprendre, hein, en tout cas certaines personnes. Donc c'est le parcours d'un avocat intéressant à suivre. Puis bien sûr, bon, il y a les anciens, hein, mais les anciens, c'est plus du domaine historique et presque quasi culturel, oui, que cette nouvelle génération qui existe et qui est très très intéressante. Puis moi, bon, j'ai plaidé avec des récents jeunes avocats que je ne connaissais pas, ou vaguement de vue, avec lesquels on s'est très bien entendu, et j'étais très content de découvrir leur manière de plaider, leur manière d'aborder un dossier, leur manière de l'analyser, qu'on partage pas tous. On analyse tous différemment les dossiers, en fait. C'est assez intéressant de voir ça. Ouais. Et quelle est votre dernière joie ? Ma dernière joie ? Oui. Professionnelle ? Celle que vous voulez. Alors, la dernière joie, on va dire que c'est la naissance de ma fille, puisque c'est la dernière à être née. Il y a eu mon fils avant. La dernière joie professionnelle, c'est le succès d'un dossier très difficile, partagé avec ma femme, sur le plan juridique. Une analyse très poussée en droit européen. C'était très compliqué, face à un très gros cabinet. Et on a gagné, on était très contents. Et ça, c'était une première, ça, c'était la joie professionnelle, la dernière. Félicitations. Merci, ouais. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Sous ma robe, il n'y a pas de sexe. C'est-à-dire que je suis ni homme ni femme. Je suis avocat, tout simplement. Donc vous portez l'avocat. Voilà, exactement. C'est un peu, je m'amuse de ça parce que j'ai été amené à faire les prestations de serment. J'en ai fait une hier, et c'est la thématique que j'ai reprise de Noémie Koutros-Sieslinski, qui est une ancienne secrétaire de la conférence de ma promotion, qui avait posé comme sujet: y a-t-il un sexe sous la robe ? Et c'est en gros une espèce de mini discours que je fais à l'occasion de cette prestation de serment aux jeunes avocats, pour faire tomber toutes les soi-disant différences d'ordre sexuel, notamment, puisque c'est dans l'air du temps, en disant que voilà, qu'on est avant tout avocat. Donc je pense que c'est la première réponse qui viendrait à votre question, c'est que sous ma robe, je suis avocat uniquement. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine!